Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième journée au World Impact Summit. Ici, on est à l'Agora des solutions. Donc, quel est le concept? Ici, en fait, on va avoir des acteurs du changement qui vont venir nous pitcher toutes les 5 minutes, nous parler de leur impact, de leurs innovations, de leurs ambitions. Donc, on est là surtout pour introduire des idées, créer un peu de curiosité. 5 minutes, ça peut être frustrant, mais c'est pas grave. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller auprès de ces intervenants et intervenantes pour en discuter, pour prendre le temps. En plus, il y a plein d'espaces ici qui sont super chouettes pour, donc n'hésitez pas. Et on commence cette session matinale avec un pitch de solution propulsé par l'écosystème Clean Tech Open. Pour introduire le sujet, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Néla Molin. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, tu peux t'installer juste ici. Je vais t'aider à installer tout ça. Là, c'est la magie du direct. C'est Laurie qui est là. Et donc, la prise HDMI, elle est juste là. Ok, tac, je vais te chercher Tu veux le chargeur maintenant ou on voit ça pendant et je te mettrai à la prise juste ici. Ouais, voilà. Bonjour à tous. Alors du coup moi je m'appelle Nella, je travaille au Cleantech Open France. Donc le Cleantech Open France c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 2010 et donc on a un écosystème de cleantech. Donc notre but c'est vraiment d'agir pour la transition écologique, environnementale et climatique en soutenant les technologies propres et donc d'accélérer la mise en marché de toutes ces solutions éco-innovantes et du coup de concrétiser une vraie transition vers une société soutenable. Donc nous, notre ambition au Cleantech Open France, c'est vraiment de fédérer tout cet écosystème de start-up, mais également d'apporter des solutions pour nos partenaires privés et publics, toujours en fait dans l'idée de se diriger vers une société davantage soutenable. On a également l'ambition de nous développer à l'Europe, parce que pour l'instant, on est une association donc basée à Paris, avec du coup tout un écosystème partout en France et en région. Mais du coup, on aimerait aussi peut-être développer le Cleantech Open en Europe pour pouvoir rayonner davantage. Donc, comme je le disais, on est présent partout en France, au cœur des territoires. Donc ça, c'est grâce à tous nos partenaires écosystèmes qui nous permettent d'être présents, par exemple, aujourd'hui ici, au World Impact Summit, où nous sommes partenaires, et donc de pouvoir emmener des startups avec nous, et donc d'accentuer la visibilité et de promouvoir les cleantech partout en France et sur le territoire. Donc aujourd'hui, au Cleantech Open France, on a 680 startups dans l'écosystème. Donc ces startups, elles ont été sélectionnées grâce au concours que je vous présenterai tout à l'heure. Donc toutes ces startups présentes en région, du coup, permettent de faire briller la Cleantech partout en France. Donc ça a permis de créer beaucoup d'emplois. Elles ont levé également énormément d'argent. Et donc, du coup, ces Cleantech, elles sont dans différentes filières. Donc on en avait 9 avant. Aujourd'hui, on a décidé d'en avoir 6, ce qui sont les filières du SGPE, donc du Secrétariat général à la planification environnementale, pour avoir un référentiel commun. Donc ça va être mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux produire, mieux consommer et mieux préserver et valoriser les écosystèmes. Donc en fait, les startups ont une solution qui peut se ranger dans chacune des filières du SGPE. Et donc tout ça, c'est possible grâce à nos partenaires. Donc on a des partenaires privés et publics. Au Cleantech Open France, donc on est financé un peu à 50-50. Donc on va retrouver BPI France, l'ADEME, également des régions, l'OFB, et des partenaires privés. Donc on va avoir des grands groupes, des cabinets de conseil en RSE par exemple, en simulation de produits, en propriété intellectuelle et industrielle. On a également des labels, Solar Impulse, entreprise engagée pour la nature avec l'OFB, qui permettent du coup d'avoir des certifications et on va accompagner les startups lauréates dans cette voie-là. On a également des partenaires écosystèmes, donc ça va être par exemple le World Impact Summit avec qui on est partenaire aujourd'hui, des régions, des incubateurs, des accélérateurs, des technopoles présents partout en région. On a également des écoles avec qui on fait plusieurs projets différents, tout ça en fait dans le but du coup de promouvoir un peu la cleantech partout en France. Donc au Cleantech Open France, on a deux temps forts dans l'année qui sont le baromètre et le concours.
Donc le baromètre, on va poser tout un tas de questions aux startups de l'écosystème pour un peu les sonder sur leur état de santé actuel. Donc ça va être par exemple sur leur santé financière, si elles souhaitent lever, quand, comment, combien. Par exemple aussi leur empreinte carbone, leur impact sur la biodiversité. Et du coup, toutes ces réponses, nous, au sein de l'association, on va pouvoir les analyser, pouvoir essayer de trouver des réponses à leurs problèmes, que ce soit par exemple avec nos partenaires privés et publics, pour essayer du coup de les aider dans leur développement, mais également de pouvoir trouver des solutions pour nos partenaires. Et donc le concours, c'est comme ça qu'en fait les startups sont lauréates du concours et font partie de l'écosystème. Donc c'est un concours qu'on organise chaque année qui nous permet du coup de sourcer les meilleures solutions éco-innovantes en France. Donc les startups postulent, on a à peu près 250 candidatures chaque année, donc elles postulent dans chacune des filières. On choisit les finalistes et les finalistes viennent ensuite pitcher à la BPI et du coup on a un lauréat par filière. Les lauréats donc, que je vais vous présenter tout à l'heure et qui viendront vous présenter leurs solutions éco-innovantes. Et donc d'ailleurs j'en profite, si jamais il y a des startups qui sont intéressées, on a lancé les candidatures il y a 2-3 semaines pour le concours. Et donc vous avez jusqu'à fin mai pour pouvoir candidater au concours. Et ensuite du coup les finalistes seront annoncés début juillet et viendront pitcher fin septembre. Voilà. Et donc du coup les lauréats de cette année 2024, donc vous les voyez ici, mais je pense que le mieux c'est qu'ils viennent vous présenter leurs solutions. Donc je crois que la première start-up à pitcher est CCB Green Tech et Caroline qui va pouvoir nous présenter sa solution. En effet, merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? On a le temps, n'hésitez pas. Ok. Le temps. Donc oui, on est fait tout de suite CBB Green Tech avec Caroline Gérard. Je vous en prie. Merci. Merci à Cleantech Open France de nous donner l'opportunité aujourd'hui de présenter un matériau innovant. Donc le béton de bois, je vais vous parler de ce béton de bois Timberrock donc, qui a été développé par la société CCB Green Tech. Après 15 ans de R&D, donc la société a été fondée en 2006, 15 ans de R&D, on a mis au point donc, tout au long de ces années un béton de bois que nous commercialisons maintenant depuis 2 ans. Il a fallu toutes ces années à la fois pour éprouver le matériau, puisqu'on est quand même sur de la construction de bâtiments, donc c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a toutes ces années de R&D. Et puis il nous a fallu tous les feux verts, notamment du CSTB, pour pouvoir ensuite aller construire partout en France. Donc depuis 2 ans, nous commercialisons donc ce matériau hybride qui s'appelle béton de bois Timberrock, dans lequel nous n'avons pas de gravier ni de sable. À la place, nous avons 80% de bois en volume et un bois qui provient des forêts Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes labellisés Bois de France et nous travaillons exclusivement avec des exploitants certifiés PEFC. À l'initiative donc du béton de bois, on a 2 associés, donc François Cochet, qui a fait toute sa carrière dans l'exploitation forestière. Pourquoi je vous raconte un petit passage de sa vie? Parce que c'est important pour expliquer pourquoi on a réussi à mettre au point ce matériau que beaucoup de grandes entreprises spécialisées dans le béton ont tenté de mettre au point pendant des années. François, avec son œil, il dit un œil de boiseux, donc avec son œil de boiseux, a réussi à trouver la bonne formulation justement pour que le béton de bois devienne un matériau pérenne et une solution alternative à ce qui existe aujourd'hui dans les matériaux standards, donc à la fois le béton, la brique. On sait aujourd'hui que ça reste des matériaux polluants. On aura toujours besoin de ces matériaux, notamment pour les fondations, pour assurer de la solidité sur les constructions. Mais il va exister des solutions alternatives, dont le béton de bois, notamment pour tout ce qui va être mur et plancher. Donc tous les 2 se sont associés, ont monté CCB Green Tech et nous sommes maintenant une quinzaine à travailler pour CCB Green Tech, beaucoup sur la partie R&D. Le siège et les usines de CCB se trouvent à Beaurepaire. On est sur une ancienne friche industrielle, un grand terrain avec un grand bâtiment, notamment parce qu'ici, avant, il y avait une chaudronnerie qui faisait les cheminées du paquebot France. Donc, dans cette grande usine, au fond, on va faire toute la partie R&D. Toute la partie échantillon de laboratoire, puisqu'on est tout le temps, nous, dans les tests permanents et dans la recherche de nouveaux usages.
On a déjà mis au point des murs, des planchers, mais il y a une idée quasiment à la journée. Donc on essaie de travailler différents usages sur le béton de bois et de lui donner vraiment le plus d'usages possibles et d'utilisation possible. On approvisionne, donc vous avez vu sur les bois directement sur notre entreprise, on les transforme, donc c'est nous qui transformons ce bois. On a besoin d'une granulométrie particulière pour mettre au point le béton de bois. On transforme ces bois. Tu peux passer là. Et ensuite, une fois qu'on a transformé ce bois en granulat, on va l'additiver et le revendre à des préfabricants. Donc on a un business model un petit peu particulier. Nous, on va être sur la partie, on va dire, matière grise autour du matériau. On va déposer les brevets, on va échanger avec le CSTB, on va échanger avec le terrain aussi. C'est important pour savoir ce que notre matériau peut apporter de plus, notamment aux usagers, comment il peut cocher toutes les cases de la réglementation actuelle. Par contre, la partie préfabrication, évidemment, on la maîtrise puisqu'on dépose les brevets, mais on passe cette partie à des préfabricants. Donc aujourd'hui, il va y avoir Spurgin, il va y avoir Air Technologies. Ce sont des industriels qui, depuis des décennies, préfabriquent des éléments en béton. Et donc, ils ont développé leur propre outil pour maintenant préfabriquer du béton de bois. Alors, l'atout majeur du béton de bois, c'est de présenter un bilan carbone négatif. Comment c'est possible? En fait, il y a 80% de bois dans notre matériau. On le voit sur la coupe du produit, on le voit assez facilement. Vous voyez, toute cette partie un petit peu marron doré, c'est tous les granulats de bois. Donc normalement, à la place, vous avez du gravier, du sable, et là, vous voyez bien, on a 80% de bois en volume. Grâce à l'apport de ce bois, évidemment, on va venir stocker du carbone. Et on obtient un bilan carbone négatif. Alors, ce n'est pas nous qui avons calculé ce bilan carbone, puisqu'on sait que c'est toujours le petit point bilan carbone négatif. Comment c'est possible? On a aujourd'hui des FDES qui ont été mis au point au niveau de la construction et de l'immobilier, et chaque matériau doit montrer sa FDES. Dans cette FDES, on vient calculer l'ACV de notre matériau, et donc on nous donne à la fin un bilan carbone. Qu'on le veuille négatif, qu'on veuille l'appeler comme on veut, quoi qu'il en soit, on a un matériau qui n'est pas polluant et qui, bien sûr, va être recyclé en fin de vie. En fin de vie du bâtiment, donc pas demain, dans quelques années, on pourra démonter les panneaux, les broyer, les recycler et refaire des nouveaux panneaux en béton de bois. C'est aussi pour ça qu'on bénéficie d'un bon bilan carbone. Donc on va stocker le carbone, on va construire hors site. Je vous parlais tout à l'heure d'éléments préfabriqués. Ça, c'est aussi un autre moyen de ne pas venir polluer, notamment sur les chantiers. C'est-à-dire que l'architecte va avoir ses plans, on va travailler avec lui les plans, l'étude de faisabilité, on construit ces murs en usine et on livre les murs directement sur chantier. Sur chantier arrivent des murs pleins et ensuite on est un peu sur une construction, si vous avez des enfants, construction Lego, on assemble les murs très très rapidement. On va avoir aussi des atouts pour l'usager. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'est pas que sur une solution. On est sur une solution peu impactante au niveau environnemental, mais surtout très impactante pour les usagers. On va avoir la résistance au feu. On sait que ce sont des sujets d'actualité, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, brûlants, mais c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des bâtiments qui prennent feu et qui mettent en danger les usagers. Là, on a une résistance au feu qui est vraiment importante. On peut aller jusqu'à 2 heures sur nos murs. Donc au bout de 2 heures, heureusement, normalement, les pompiers sont déjà intervenus et les murs ne prennent pas feu. Ensuite, on a un confort d'été. Sans rentrer dans les détails, en gros, on a une inertie au sein d'un bâtiment en béton de bois. Donc l'été, même en période de canicule, le bâtiment ne va jamais monter au-delà de 24-25. Si on reste dans une éco-conception, évidemment, le béton de bois a beaucoup d'avantages, mais il faut être dans l'éco-conception et venir avec des matériaux aussi à côté qui peuvent être standards, mais dans la mesure du possible aussi biosourcés. On va avoir une très bonne absorption acoustique également. Donc ça va être important dans tout ce qui va être bâtiment avec de la vie en collectivité. Et de la résistance aux impacts de balles. Un peu moins drôle, mais aussi dans l'actualité, on nous demande maintenant de prouver que notre matériau va résister en cas d'attaque. Donc ça, c'est pour les bâtiments dits sensibles, gendarmerie, mairie, école notamment. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc on va avoir différents principes constructifs. Du mur porteur, pour vous prouver à quel point le matériau est solide. Aujourd'hui, on peut faire des murs porteurs en béton de bois qui vont permettre de faire des immeubles de 4 étages. Et on va avoir des solutions non porteuses. Donc vous avez une structure béton, on vient agrafer nos solutions, et là on va pouvoir monter jusqu'en R+10. Donc on est vraiment sur une solution impactante au niveau de la décarbonation. On ne va pas faire uniquement de la maison individuelle, on va pouvoir venir impacter sur de gros bâtiments. Et puis aussi la prédale.
Les autres atouts, ça va être la disponibilité du matériau. Je vous parlais que nous, aujourd'hui, on travaille avec les déchets de forêt, les coproduits de forêt, donc il y a de la disponibilité. On va être sur un matériau aussi qui va résister à tout ce qui est termites, moisissures. C'est souvent ce qu'on nous dit quand on voit du bois, mais est-ce qu'il va être détruit par les insectes? Non, il y a, bien sûr, tous ces tests ont été également réalisés. Et au niveau prix, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi la bataille, c'est-à-dire qu'on veut des solutions écologiques, mais on veut aussi des solutions économiques. Et vous savez qu'on malheureusement aujourd'hui, on est sur une crise quasiment sans précédent sur l'immobilier, donc le prix a aussi sa grande importance. Donc grâce à beaucoup d'atouts que présente le béton de bois, aujourd'hui, si on se dit... Voilà, j'ai un collectif demain que j'avais imaginé en béton, je le passe en béton de bois, quel va être l'impact prix? L'impact prix va être entre 3 et 5%. Et vraiment, on en parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, les clichés qu'on a autour des matériaux innovants, il y en a plein de matériaux innovants dans la construction et on se connaît bien tous, il y a du bois paille, il y a du béton de chanvre, etc. Et aujourd'hui, les clichés qu'il y a sur ces matériaux, c'est de se dire « Ah mais ça va être trop cher ». Non mais ça va être trop cher, on va pas pouvoir construire. Si, on peut construire et dans des coûts complètement raisonnables avec tous ces matériaux innovants. Il y a eu plus de 100 projets réalisés, donc on a travaillé maintenant avec les majors. On a commencé par de la maison individuelle et les derniers projets qu'on a en cours, on est sur un hôpital à Chambray-les-Tours, donc avec plus de 6000 m² de panneaux en béton de bois. Une cité scolaire en région parisienne à Sartrouville, pareil, avec quasiment 8000 m² de murs en béton de bois. Donc on peut dire que ça y est, le matériau est éprouvé et est rentré sur le marché. Mais on est loin, loin, loin d'avoir montré le matériau à l'ensemble des acteurs de la filière immobilière et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Voilà, donc la construction durable, c'est plus une option. On a de la chance aussi en France d'avoir une réglementation qui impose à tout le monde de changer sa façon de construire. Et donc voilà, on s'inscrit dans ces solutions qui... On n'est pas les seuls, il y a beaucoup de solutions et il y a une mixité qui va forcément exister et permettre de mieux construire demain. Voilà, merci. Bravo, on peut l'applaudir, un grand merci. Tout de suite, on va accueillir Jean-Patrick Corso, qui va nous parler de Clean. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cet accueil. Oui, c'est merci Cleantech Open à votre accueil pour nous permettre de participer à cet événement. Nous, qu'est-ce qu'on fait chez Clean? On propose une troisième voie pour électrifier la mobilité et le stationnaire. Donc vous connaissez la batterie, vous connaissez peut-être l'hydrogène classique, nous c'est encore autre chose. Et comment ça se passe? En fait c'est une technologie 2 en 1, attends si tu peux revenir un petit peu. C'est une technologie 2 en 1 qui nous permet d'associer à la fois une pile à hydrogène vertueuse et compacte qu'on a développée, dont on maîtrise le cœur et qui a des matériaux plutôt vertueux, donc sans PFAS et avec une alternative aux platines. Et puis on vient lui greffer une cartouche qui est solide et qui va lui donner l'hydrogène pour la faire fonctionner et lui donner l'électricité. En gros, vous avez un moteur et puis un carburant, finalement, si on peut appeler ça un carburant, qui est solide, que vous pouvez transporter n'importe où et qui va générer l'hydrogène à la pile pour qu'elle puisse fonctionner et générer de la puissance. Voilà. Et donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on a des besoins colossaux dans le monde et ils ne font qu'être amplifiés bien sûr. Et parallèlement à ces besoins, on a absolument besoin que cette énergie-là, elle soit décarbonée. Voilà. Donc nous, on vient apporter notre contribution à cette décarbonation à la fois sur les nouveaux besoins mais également sur les anciens. Le paysage actuel, comme je disais, les batteries et l'hydrogène classique. Les batteries... pas mal d'avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients, comme on peut le voir ici. L'encombrement et le poids, c'est quand même un peu fou de se dire que dans des voitures, maintenant, on a jusqu'à 500 kg, même des fois 1 tonne de batterie dans certaines Tesla. Donc à se demander si la batterie, elle ne sert pas à se porter elle-même, finalement, tellement elle est lourde. On a le temps de recharge, qui effectivement est un point un peu négatif pour les usagers, où il faut commencer à planifier son trajet pour partir d'un point A à un point B. On a un gros problème des infrastructures que l'usager final ne voit peut-être pas, mais derrière tout ça, il y a des grosses capacités de production d'électricité à monter et d'acheminement de cette électricité. Donc cet aspect infrastructure, il est colossal. On parle de 6 centrales nucléaires dédiées si on voulait recharger tous les camions qui passent par l'autoroute A6. Donc 6 EPR, c'est quand même un truc colossal. Donc là aussi, ça pose des questions. La partie environnementale avec le lithium et le cobalt qui sont extraits chaque année en grande masse, et également la souveraineté, puisque là on dépend énormément de la filière asiatique
Ce qui veut dire que du jour au lendemain, on peut avoir des coupures, on peut avoir des prix qui vont augmenter brutalement, etc. Et quand on regarde l'hydrogène classique, le slide n'est pas bien passé, l'hydrogène classique est une vraie alternative, sauf que pour l'instant, on a du mal à le voir arriver. On souffre de la poule et de l'œuf, à savoir qu'il faut là encore des infrastructures pour que les usages se développent. Et réciproquement, tant que les usages ne sont pas développés, les infrastructures, il y a peu d'investisseurs pour en mettre suffisamment. À ça sont liés également des problèmes de logistique, d'acheminement de l'hydrogène. C'est quand même un gaz qui est particulier, qui prend de la place, qu'il faut stocker sous pression. Bref, pas mal de contraintes. Et puis au-delà de ça, on utilise du platine qui va servir de catalyseur à la réaction dans une pile à combustible. Et là encore, le platine, il y en a très peu. Il est situé en Russie et en Afrique du Sud à 90%, donc problème de souveraineté là encore. Et donc nous, ce qu'on a proposé, vous pouvez venir nous voir sur notre stand au Cleantech Open, pas loin là-bas. Vous verrez à quoi ressemble une maquette de 1 kW et puis 1 kWh de capacité d'énergie. Tout ça, ça tient en 2 petits blocs. Donc moins de 2 kg et c'est un équivalent pour une batterie de 8 kg, 8 à 10 kg. Donc on a un gros effet de masse d'une part. On a un gros avantage, c'est que la source qui est solide, elle se transporte et se stocke n'importe où. Donc l'idée, c'est que vous en trouverez dans les supermarchés, dans les stations essence, dans les ports, n'importe où, de façon à pouvoir électrifier votre engin sur lequel préalablement vous aurez la pile à combustible de montée. Donc vraiment un gros changement à venir dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut dire également? La partie sécurité, l'hydrogène qui est créé, il est créé in situ et donc il est à peine créé qu'il est utilisé par la pile, donc il n'y a pas d'hydrogène de stocké, donc pas de pression non plus. La pile elle-même, elle est vertueuse, comme je le disais tout à l'heure. Donc le cœur de pile, c'est des membranes sans biface, dans lequel on a une alternative au platine. On utilise du nickel, qui est présent partout. La solution est modulaire, donc pas mal d'avantages pour faire en sorte qu'on puisse électrifier n'importe quel engin facilement dans le monde. Bon, 2 cas d'usage vraiment séparés dans lesquels on identifie les avantages. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a de la mobilité et il y a également le stationnaire où on a énormément de marques d'intérêt là aussi pour des générateurs, des groupes électrogènes, des range extenders, des choses comme ça. Comme start-up, on est obligé de se faire connaître pour accéder à une certaine visibilité, lever des fonds, etc. Donc nous, on a quand même pas mal de partenaires maintenant. Les derniers en date étant le Move Lab à Paris. Nous, on est bourguignons, de Besançon, mais on est accompagné par le Move Lab à Paris à Station F. Sur les prix, donc on a effectivement été labellisé par le Cleantech Open France. Ça nous a permis d'aller aux États-Unis en novembre ou en décembre, où on a ramené la coupe à la maison, on a gagné le prix global Cleantech. Et au-delà de ça, nous, notre intérêt, c'est vraiment de se développer le plus vite possible, être le plus tôt possible sur le marché. Et donc on a commencé à prospecter aux États-Unis, au Japon également, on y retourne en avril, pour justement cette empreinte, on puisse la marquer le plus vite possible dans le monde. Voilà. On est une équipe désormais de 18 personnes, comme vous le voyez ici, donc avec pas mal de spécialités techniques, mais on ouvre à des profils plus généralistes maintenant, en vue de créer notre usine l'année prochaine. Notre roadmap, en fait, on est deep tech, donc on est parti du laboratoire avec des petites piles comme ça, là, des petits trucs de quelques millimètres carrés. Là, on est en train de progresser. On a sorti un MVP fin 2024 qui est sur le banc de test actuellement, ce qui veut dire qu'on a développé le produit, mais on a également développé tous les procédés industriels pour fabriquer ce produit-là. On a développé le business, comme je le disais tout à l'heure également. Donc l'idée, c'est de commencer à vendre dès 2025 des premières petites séries, on va dire, en attendant que l'usine soit sur pied en 2026. Et en même temps, on va développer la puissance, c'est-à-dire le but c'est d'être à terme sur des puissances plus élevées comme vos voitures, quoi. Typiquement, je ne l'ai pas dit, mais c'est les sources que vous voyez d'hydrogène, il faut à peu près une trentaine de kilos pour faire 500 km, par opposition aux 500 kilos d'une batterie, quoi. Donc on est sur un modèle complètement différent. Et puis, nous, l'idée, c'est de monter notre usine d'ici 2026. Et après, on aura plusieurs usines de fabrication des sources, des cartouches, un peu partout dans le monde pour être au plus près des lieux de consommation. L'idée, c'est qu'une fois que la pile a été montée sur le véhicule, après, vous avez besoin de consommables. Et donc, ce consommable-là, il va se trouver partout, n'importe où, au plus près des consommateurs. Voilà l'usine qu'on souhaite monter. Si tout va bien, si la levée de fonds se fait d'ici mai-juin, là, cette année.
Et ce que je vous disais, donc une empreinte avec un navire amiral en quelque sorte en Bourgogne-Franche-Comté qui fabrique la pile et puis les premières sources, et ensuite des usines de fabrication de sources un peu partout dans le monde, mais au plus près à la fois des lieux de consommation, mais également des voies navigables ou des trains pour éviter d'utiliser les camions comme moyen de transport. Voilà. Quelque chose que je n'ai pas dit, là, on voit la distribution, mais c'est également de la collecte. C'est-à-dire que le consommable, une fois qu'il a été utilisé, une fois qu'il a perdu sa capacité de générer de l'hydrogène, il devient un engrais. Donc l'idée, ce n'est pas un déchet, c'est non seulement compostable, mais en plus valorisable. Voilà. Donc on la boucle est bouclée finalement, quoi. Merci à tous. Bravo, merci, on peut l'applaudir. N'hésitez pas, je vois que vous êtes beaucoup à être debout, n'hésitez pas à vous installer. On va continuer tout de suite avec Lucie Doriez qui va nous parler de Karen. On peut l'applaudir s'il vous plaît et n'hésitez pas à vous installer tranquillement. Bonjour à tous. Alors, je vais la faire très courte parce que j'ai un train à prendre, mais vous pouvez venir sur le stand sur l'espace Cleantech, vous aurez mes coordonnées si ça vous intéresse. Donc, je vais vous présenter la société Karen que j'ai fondée en 2020 avec mon père pour commercialiser une innovation qu'il avait commencé à tester en 2004. Et là, avec la prise de conscience écologique, je me suis dit qu'il était temps de la diffuser au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, l'urgence écologique est indéniable et les océans en sont les victimes. On l'a bien entendu hier soir et depuis un moment, on a bien pris conscience de cette problématique. Saviez-vous que 150 000 tonnes de cuivre et 30 000 tonnes de zinc sont libérées chaque année dans les eaux des ports ? Les sédiments sont saturés de métaux lourds comme le TBT. Et saviez-vous d'où proviennent ces polluants ? Eh bien, des bateaux de plaisance comme des navires commerciaux qui sont contraints d'utiliser des peintures toxiques très polluantes pour protéger leur coque du fouling. Le fouling, c'est l'accrochage des micro-organismes sur la coque. C'est un cauchemar pour tous les marins, ça ralentit le bateau. Et donc, historiquement, on protégeait toute surface avec des peintures qui, gentiment, allaient se diffuser dans l'eau pendant toute l'année. Et l'année d'après, on réappliquait cette peinture, etc., etc. Nous sommes convaincus qu'il faut changer ces pratiques et passer à des techniques plus propres et préserver la mer et la vie qu'elle abrite. Donc notre solution, c'est la housse Karen. On est parti d'un principe tout simple. On bloque la lumière, pas de photosynthèse, pas de vie. C'est extrêmement efficace et ça évite tous les produits toxiques. Donc cette housse, mon père a commencé donc en fabriquer en 2004. Elle est faite dans un tissu très technique qui est extrêmement léger, résistant, opaque donc, et qui est fabriqué à Lyon, exclusivement pour nous. Donc en tant qu'entreprise à impact, nous privilégions les circuits courts. Le tissu est fabriqué à Lyon et nous, là, c'est la conception et l'assemblage est faite à Moggio, en Occitanie. C'est un tissu qui est durable, une durée de vie de minimum 10 ans, qui est 100% recyclable et qui permet donc, sans produits toxiques, de garder une coque ou toute surface immergée, puisque cette problématique va s'appliquer aux piles de plateformes des éoliennes. Voilà, on a été contacté par pas mal d'acteurs dans différents milieux pour cette protection qui permet de résoudre des problématiques. Notre atelier, donc, comme je vous le disais, est à Moggio. Nous avons un brevet sur le tissu et voilà, tout ce qui est là, je vous l'ai déjà à peu près dit. Donc, nous avons équipé 250 bateaux, des plus petits aux plus gros. Là, vous voyez une frégate multimission. Donc, Naval Group, l'année dernière, a opté pour notre solution et ils ont été très satisfaits. Donc, l'adaptation aux grosses structures est largement réalisable. Tous les plaisanciers qui sont déjà passés à notre solution ne reviennent plus en arrière. Une fois qu'ils ont changé leurs habitudes, ils sont satisfaits. Mais voilà, là, on réalise une levée de fonds pour pouvoir commercialiser, garder notre avance. Et notre cible, c'est équiper 10 000 bateaux en 2030. De ce fait, éliminer toutes ces peintures toxiques qui auraient été appliquées pendant tout ce temps. Et notre ambition, c'est préserver la biodiversité et changer les pratiques et être acteur du changement écologique dans le secteur maritime. Merci beaucoup. Alors on le sait, 5 minutes, ça peut être frustrant, donc vraiment n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour en parler. On est là surtout pour introduire tous ces sujets. Tout de suite, on accueille Frédéric Gottman qui va nous parler d'Extractive. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ah voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter notre solution aujourd'hui.
L'image que vous voyez là, c'est une vision d'artiste d'une ville durable d'ici 2050. Vous y voyez de la mobilité douce, vous y voyez de la génération d'énergie renouvelable locale. Nous, chez Extractive, on y voit de la fibre de carbone. Alors, ça ne se voit pas forcément, la fibre de carbone est noire, mais on peut la peindre. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, un avion de ligne, c'est 50 tonnes de fibre de carbone. Une éolienne offshore, c'est 10 tonnes de fibre de carbone. La mobilité hydrogène, on en parlait tout à l'heure, sur les modes de stockage classiques, donc pas aussi évolués que ceux de Clean, on consomme à peu près 1 kg de fibre de carbone par litre de réservoir hydrogène. Et finalement, ce qui fait que ce matériau-là, on l'utilise tellement et que cette fibre, finalement, elle est clé pour la transition écologique, c'est qu'elle est extrêmement résistante, elle est 2 fois plus résistante que l'acier, tout en étant très légère. Elle est 50% moins dense que l'aluminium. Et donc pour toutes les applications, on va vouloir aller chercher de la performance mécanique alliée à de la légèreté. Ben, cette fibre, elle est clé. Et sans mauvais jeu de mots, c'est une fibre noire qu'à la fibre verte. Malheureusement, elle a un défaut, ou plus exactement 2 défauts. Son premier, c'est que aujourd'hui, la fibre de carbone est générée essentiellement à partir de ressources fossiles et elle est produite à très haute température. On vient faire un polymère qu'on vient calciner entre 1600 et 2200 degrés. Ce qui fait que l'empreinte carbone de la fibre de carbone est extrêmement élevée. Dans la base de l'ADEME, on la trouve à 40 tonnes d'équivalent CO2 par tonne de fibre. Ça vous parle peut-être pas, c'est 20 fois plus que l'acier qui est produit en France. Donc il y a une forme de paradoxe. On dit que cette fibre est clé pour la transition écologique et elle arrive avec un passif environnemental qui est monstrueux. Et en même temps, je vous le disais, elle va dans des équipements qui volent, elle va dans des équipements offshore. Donc globalement, les composites qui utilisent la fibre de carbone sont extrêmement résistants. Et qui dit résistant dit difficile à recycler. Et c'est là qu'Extractive intervient en fait. On a voulu développer une solution pour pouvoir, une fois que ces matériaux composites sont en fin de vie, enlever la résine qui tient les fibres ensemble et récupérer cette fibre de carbone pour éviter qu'elle soit enfouie, qu'elle soit incinérée et pour faire en sorte que, une fois qu'elle est entrée dans l'anthroposphère, cette fibre, elle y reste le plus longtemps possible. Donc on a développé une solution qui est brevetée, où on vient digérer la résine pour récupérer des fibres qui sont propres et qui sont équivalentes en fait à des fibres vierges. On a pu démontrer qu'on gardait plus de 95% des propriétés mécaniques des fibres, tout en réduisant leur impact environnemental d'un facteur 10. Enfin, sur la partie gaz à effet de serre, on est 10 fois meilleur qu'une fibre vierge. Sur la partie déplétion des ressources en eau, on est même 100 fois meilleur. Donc c'est vraiment ça notre proposition de valeur. Pour les personnes qui vont utiliser notre fibre, rien ne change. C'est une fibre qui a les propriétés d'une fibre vierge, mais tout change parce qu'ils ont réduit leur impact d'un facteur 10, d'un facteur 100. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller industrialiser cette technologie. On voudrait avoir une capacité de production en Europe d'ici 2030 de 3000 tonnes de fibres recyclées, ce qui permettra d'économiser annuellement 120 000 tonnes de CO2. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on voudrait, c'est par ce biais-là créer 120 emplois industriels vertueux dans l'Europe, qui reste le premier utilisateur de fibres de carbone au monde. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va donc continuer cette session de pitch, excusez-moi, avec Octometa, présentée par Vincent Bachet. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci Cleantech pour nous permettre de participer à cet événement. Donc Octometa, nous, on propose une nouvelle solution de méthanisation agricole ou industrielle. Donc on a fait un constat. Aujourd'hui, on a importé en France une technologie qui a été développée en Allemagne et qui n'est pas adaptée à la valorisation des fumiers et des pailles, principal gisement de coproduits agricoles en France. Ça pose un problème puisque les fumiers, tous les effluents d'élevage qui sont stockés à l'air libre, ça représente en France 3% des gaz à effet de serre. Donc c'est pas neutre. Donc Octometa, on a mis au point une solution qui permet de transformer ce problème en une ressource pour le monde agricole. Donc vous voyez au bord des routes les digesteurs classiques qui sont des cuves rondes qui nécessitent de broyer donc les intrants avant de les introduire et ensuite d'agiter en permanence les cuves avec des paddles, des agitateurs.
et donc ils ne maîtrisent pas vraiment le temps de séjour des intrants. Donc Octometa, on se différencie avec un digesteur, hein, vous voyez, qui a une forme d'intestin, hein, bio-inspiré. Et donc on va introduire la matière à une extrémité tous les jours et évacuer à l'autre extrémité du digesteur via une pompe à piston la matière. Donc on a une parfaite maîtrise du temps de séjour, hein, ce qui rentre par la cheminée d'introduction. Ça va mettre 50 jours à évoluer dans le digesteur avant d'être évacué à l'autre extrémité. Donc beaucoup d'avantages, une parfaite maîtrise du temps de séjour, pas besoin de post-digesteur. Donc on consomme très peu d'énergie, on n'a pas besoin de broyeur à l'introduction, on n'a pas besoin d'agitation dans le digesteur, donc on est très sobre, on va consommer 10 fois moins d'énergie que la méthanisation traditionnelle en voie liquide. Donc la méthanisation, hein, c'est pour produire du biogaz, hein, et donc c'est la brique nous qu'on propose, hein, c'est baisser les coûts de production du biogaz, qui est ensuite transformé soit en électricité, soit une fois épuré, donc on l'injecte, hein, dans les réseaux de gaz, on injecte le biométhane. Donc le contexte est particulièrement favorable, hein, puisqu'il y a des grosses ambitions, multiplier par 4 la production de biogaz d'ici 2030, et puis arriver à 100% de gaz vert d'ici 2050. Donc Octometa, donc on vend des installations de méthanisation, hein, on a un bureau d'études et d'ingénierie. Et donc on assure le suivi des installations, tout le monitoring avec un service de maintenance. Et puis on co-investit également auprès des agriculteurs dans leur installation pour faciliter donc l'accessibilité de la méthanisation au plus grand nombre d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a signé donc un premier client. On a 60 agriculteurs qui nous ont déjà contactés, hein, fortement intéressés par notre procédé. Et puis on est en négociation également avec des grosses coopératives agricoles pour permettre de déployer encore plus rapidement notre solution. Donc pour l'agriculteur, hein, c'est vraiment un game changer puisqu'il va vraiment, cette ressource va lui permettre de sécuriser financièrement toute l'exploitation. Et d'avoir un revenu vraiment complémentaire, significatif, qui va sécuriser l'élevage et l'exploitation agricole. Voilà, donc vous l'avez compris, Octometa, on décarbone les déchets agricoles tout en produisant une énergie verte avec un fort impact sociétal. Merci pour votre attention. On peut l'applaudir. On va clôturer cette première session de pitch, mais attention, ça ne termine pas puisque c'est toute la matinée avec cette fois-ci Galian qui va être présenté par Vincent Renard. Je ne sais pas où il arrive et je vous invite à regarder le bolide qui est juste ici. Alors la scène ne peut pas... Je ne sais pas si ça passe sur la scène. Si ? Allez, on va décaler tout ça. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Là où un vélo passe, le formidable Cargotail passe. Donc normalement ça, ici c'est bien. Merci au Cleantech Open France de nous avoir sélectionnés pour présenter un peu mieux ce sujet qui est passionnant puisque c'est comment on fait pour partir d'un point A, arriver à un point B, sachant que le point B est intéressant mais le parcours est génial. Quand on roule avec un Cargotail comme cela, ça change un peu la journée. Et on sait que passer des journées sans voir le ciel, c'est difficile. Donc faire le trajet le matin en venant ici et faire le trajet le soir avec ça, ça change la vie et c'est important. En 2 mots, l'aventure Galian, c'est bon. Vous connaissez ces chiffres, je ne vais pas vous les rappeler. On a vraiment, moi c'est le dernier qui m'intéresse beaucoup. 75% des trajets qui sont effectués par une voiture le sont sur des trajets de moins de 5 à 6 km. Donc c'est un peu délirant de véhiculer des choses, comme tu disais, clean, avec des grosses batteries, des grosses voitures qui n'ont jamais résolu l'autosolisme. Là, on est sur des véhicules beaucoup plus légers, 52 kg, qui peuvent emmener donc un vrai adulte à l'arrière, et puis 2 enfants à l'avant et un adulte au guidon. Donc on va chercher la concurrence de la deuxième voiture, justement, pour décarboner les déplacements du quotidien. Donc ça, c'est nos 2 valeurs chez Galian, pas d'écologie punitive, mais justement un vrai sujet d'envie et de dire vous aimez les belles voitures, on vous fera descendre de vos belles voitures sur un beau vélo. On a beaucoup travaillé le design et puis le deuxième sujet chez Galian, c'est de vraiment participer à la réindustrialisation en France.
On a aujourd'hui, quand vous voyez un vélo à Bordeaux, n'importe où en France, n'importe où en Europe, 99% des cadres sont faits en Asie, très souvent au Bangladesh. Et nous, on soude ce cadre en aluminium en Occitanie. Donc on a presque 90% de la valeur du vélo, parce qu'on est sur un vélo, même si on concurrence la citadine, on est sur un vélo qui a une valeur en France. Donc ça, c'est hyper important. Des convictions avec du design fort, je vous le disais, dis-moi qui tu es ou dis-moi avec quoi tu roules et je te dirai qui tu es. Donc on a un marqueur social qui est marquant. Des clients fiers qui sont fiers. On a aujourd'hui presque une centaine d'exemplaires qui roulent en France. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, parce que 100 véhicules, c'est pas énorme. Mais on a un effet boule de neige un peu avec ces premiers clients qui utilisent ce Galian. Donc des clients fiers et une équipe hyper fière de participer à ce projet qui est juste passionnant chez Galian. Donc voilà, je vous explique le vélo en deux temps. On a une capote avant pour justement permettre de protéger un peu le pilote et les enfants devant. On a des portières ouvrantes de chaque côté où on peut faire accéder les enfants plus simplement. On a un siège rabattable. On a breveté. Alors en fait, dans le monde des vélos cargo, j'ai 5 minutes donc je vais faire court. En fait, il y a deux catégories. Il y a les vélos cargo qui ont une capacité d'emport à l'avant avec une boîte devant comme on l'a là, et il y a les long tail qui ont une capacité d'emport à l'arrière. Et il n'y avait rien sur le marché qui proposait les deux. Il n'y a aucun vélo. Ça, c'est un vélo unique au monde. Donc on a déposé le nom Cargo Tail en disant nous, on est capable de faire les deux. Et on est capable de dire on a un garde-corps à l'arrière qui permet de monter deux gamins ici à l'arrière ou un gamin, un peu de course. 200, 300, 400 euros de course, ça dépend des courses qu'on fait, évidemment en fonction du volume. En ce moment, quand vous mettez 400 euros, vous mettez un peu moins, c'est normal, les courses sont plus chères. Mais derrière, on se retrouve avec un garde-corps qui bloque l'accessibilité de l'adulte. Donc on a breveté un garde-corps qui permet justement une accessibilité hyper simple pour un adulte et qui vient se placer à l'arrière du vélo. Donc là, on peut avoir un pilote. Moi, j'ai mon gamin de 18 ans qui m'emmène. J'ai mon matos pour la gare avec un sac de sport, etc. On peut véhiculer à deux vrais adultes à l'arrière. Et le fait de passer facilement un adulte à l'arrière, ça facilite vraiment la polyvalence d'usage. En fait, le vélo, il n'est pas intéressant parce qu'il n'est pas polyvalent dans son usage. Il emmène juste un adulte ou un ado, ou une personne en général. Donc ce vélo-là, il permet vraiment d'aller chercher une polyvalence dans l'utilisation. Voilà, ça c'est hyper important. Bon, je vous passe, vous pourrez passer me voir ou aller sur le site de Galian pour comprendre un peu mieux l'innovation autour du moteur Cycli, qui est un moteur développé par Valeo, qui est hyper aussi révolutionnaire, qui a 7 vitesses complètement automatiques et qui supprime complètement le dérailleur ou la boîte de vitesse dans la roue arrière. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les techniques. On a travaillé beaucoup aussi sur des sujets de sécurité, on a du clignotant à droite à gauche. On les a fait à droite et à gauche parce que des fois on tourne à droite et des fois on tourne à gauche, ça peut arriver. Quoi d'autre? Bon, un peu de cas d'usage, enfin un peu de photos sur justement la canopie, le garde-corps que je vous ai expliqué là, donc ça on peut passer aussi. On travaille, je vous l'ai dit, avec le moteur Valeo qui est hyper innovant. C'est le seul moteur qui permet justement boîte de vitesse et moteur dans le même pédalier. Et on travaille aussi avec des gens qui sont à Annecy, Pierre-Francis de Sixi, qui travaillent sur un pédalier sans courroie. Donc un peu de cas voilà, vous voyez, on peut être seul, on peut être à 2, on peut être à 3, à 4. On va travailler justement sur cette polyvalence d'usage du véhicule, le formidable. Ça, c'est hyper important. Je vous le disais par rapport à la concurrence tout à l'heure, les vélos cargo en haut qu'on voit ici avec ces grosses capacités d'emport à l'avant, mais rien derrière, ou alors les long tail en jaune en bas à gauche, qui ont une capacité d'emport à l'arrière, mais rien à l'avant. Souvent, les inventions les plus simples sont souvent les inventions les meilleures, sont souvent les plus simples. Et on a des gens qui développent du vélo cargo qui disent mais on n'avait jamais pensé à faire un vélo cargo avec de l'avant et de l'arrière. Donc on a travaillé vraiment là-dessus pour donc un peu de marché, un peu une slide sur le marché. On est toujours en retard en France par rapport aux pays nordiques. Dans les pays du Nord, il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec, on le sait tous. Et pourtant, il y a vraiment une grosse utilisation du vélo cargo. On a 200 000 exemplaires vendus par an en Allemagne. En France, on est à peu près à 20 000. Donc on est 10 fois moins. On a 10 fois moins d'exemplaires vendus en France qu'en Allemagne. Et les pays du Nord sont hyper friands de ce type de véhicule. Donc aujourd'hui, pour le moment, on vend en France principalement. J'ai une petite slide qui suit. Donc voilà, évidemment, nos moyens humains. On est une petite dizaine de salariés chez Galian. On est basé à Rennes. Galian, ça veut dire gaulois en breton. Et donc on revendique un peu cette appartenance justement au Made in France et au savoir-faire français.
On a 80 vélos vendus au moment où on a fait le slide, donc on est sur la centaine maintenant. On a levé 600 000 euros fin décembre. On va rechercher demain, en octobre, novembre 2025, à peu près 1 million d'euros. C'est souvent nos clients qui nous accompagnent. On cherche des business angels pour participer à l'aventure de Galian, développer des engins qui vont être hyper personnalisables. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous demandent des couleurs perso, des gens qui nous demandent de retirer la box ou pour mettre un plateau de façon à pouvoir aussi ajouter une remorque. Enfin, on est vraiment sur de la personnalisation du véhicule, un peu comme on peut le connaître dans le domaine automobile. Donc, on travaille beaucoup sur la personnalisation. Un peu de personnes qui nous suivent, on le voit avec Cleantech Open France. On est aujourd'hui à Station F à Paris, donc je passe 2 jours à Paris chez Station F. On a beaucoup de marques d'intérêt et je pense que c'est terminé sur la présentation. Vous pouvez me rencontrer dans l'angle là-bas, juste au bout, sur le stand si vous avez besoin de plus d'informations, et sinon me contacter directement sur le site de Galian. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. C'est donc là que s'achève cette première session de pitch portée donc par l'écosystème Cleantech Open. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec une seconde session de pitch, puisque cette fois-ci, on va parler des solutions locales qui sont issues de notre partenaire réseau Soltena. Et pour ça, on accueille Romain Clos et David Frigier qui vont nous en parler. N'hésitez pas à vous asseoir. Mettez-vous tranquille, ça va durer toute la matinée. Il y a plein de choses à découvrir et plein de personnes à rencontrer. C'est bon ? Un, deux. Ça marche. 1, 2. Bonjour à tous. On va vous faire patienter 2 petites minutes. On a nos adhérents qui vont arriver. Donc je suis David Frugier, coordinateur du réseau Soltena. Et mon collègue ici, Romain Clos, qui est présent, qui représente le pôle milieu et climat. Ça va, vous m'entendez bien ? Ouais ? Je parle un peu plus fort ? Ok. J'ai une voix qui porte pas trop. On va commencer, on va vous présenter Soltena. Romain va vous présenter Soltena. S'il y a des compléments, je les ajouterai. On est au stand tout au bout, le OD5. Donc venez nous retrouver et partager un moment avec nous tout à l'heure. Donc je vais vous présenter rapidement Soltena avant de passer la parole à nos adhérents. Donc on est le cluster de la transition écologique et de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. On est sur tous les sujets de la transition écologique. Donc on rassemble 200 adhérents sur le cluster. On est sur les sujets donc, de la biodiversité, de l'eau, de l'énergie, des sites et sols pollués et de l'économie circulaire principalement. Et on fait de l'accompagnement et de l'animation principalement. Est-ce que tu veux rajouter quelques petites choses avant qu'on passe la parole ? Aujourd'hui, on regroupe 200 adhérents dans la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces 200 adhérents, on a 80% qui sont des entreprises offreuses de solutions, le reste étant des collectivités et des territoires. Aujourd'hui, on est 12 salariés au sein de Soltena répartis sur 3 antennes, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Chaque salarié a une spécificité, c'est-à-dire qu'il porte une filière. J'ai mes collègues qui sont là, je vois Valérie juste derrière qui porte la filière biodiversité. Et en fait, l'idée, l'objectif de Soltena, c'est de créer des synergies entre ces acteurs. Donc on le fait par type d'événements, etc. Mais si vous voulez plus d'infos, je ne vais pas en dire plus. Retrouvez-nous juste au bout là-bas au stand OD5. Est-ce que parmi l'auditoire en nombre ici, vous connaissiez Soltena ou pas du tout ? À main levée. Donc on va être beaucoup à vous recevoir tout à l'heure sur le stand. Je vais passer la main tout de suite. Vous allez pouvoir voir une petite partie de nos adhérents qui sont présents aujourd'hui avec nous en stand collectif. On va commencer avec la coopérative Carbone et Vertigo Lab qui vont se présenter et présenter un projet commun. Donc je vais appeler Anne Rostin et Thomas Binet. Je ne les vois pas avec les lumières. Anne est ici. Ça marche. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter la coopérative Carbone.
Donc c'est une structure de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine qui regroupe dans sa gouvernance des collectivités locales, des citoyens, des entreprises engagées sur des actions pour la transition écologique. Et on a 2 métiers. Le premier, c'est l'accompagnement à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on fait de la formation. Pour pouvoir agir, il faut quand même comprendre et connecter son activité économique avec les enjeux climatiques. On accompagne à la mise en place de bilans carbone, donc de plans de transition écologique dans la suite, et donc évidemment tout ce qui va être bilan carbone réglementaire, GHG, protocole, etc. Et on accompagne également la mise en place de stratégies bas carbone qui permettent d'aligner un modèle économique, en tout cas avec des ambitions climatiques importantes. Donc ça, c'est le premier volet, c'est l'accompagnement à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième volet, c'est l'adaptation territoriale, puisqu'une fois qu'on a fait 3/4 du chemin sur sa transition écologique, malgré tout, on sait qu'on va quand même avoir quelques degrés complémentaires d'ici la fin du siècle. Il faut absolument adapter notre territoire pour ça. Et donc, c'est la contribution carbone volontaire qu'on met en place à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et qui consiste à pouvoir mettre en place des projets de régénération des espaces naturels et d'adaptation, des projets de plantation d'arbres dans les communes, des projets de plantation de haies, de forêts, de restauration de ces espaces-là, des projets de régénération des sols agricoles qui permettent de garantir qu'on aura toujours la capacité à se nourrir aussi dans quelques années, donc avec la focalisation sur la vie dans les sols agricoles, et puis des projets de restauration de zones humides, tout ce qui finalement est solution fondée sur la nature. La mise en place de ces projets-là permet, via un processus de labellisation, de générer des crédits carbone volontaires qui permettent, en tout cas par leur vente, de financer la mise en place de ces projets nécessaires à l'adaptation de notre territoire et en lien avec les acteurs du territoire. Le fait d'être sous un format d'économie sociale et solidaire, ça permet aussi de garantir que dans la mise en place des projets, on garantit l'utilité sociale des projets au-delà du volet carbone. Tous les projets ont un impact positif sur la biodiversité, sur l'eau et impliquent les communautés locales, que ce soit les habitants, les collectivités autour. Donc on garantit l'intérêt territorial des projets qui sont mis en accompagnement. Et puis, le fait aussi d'avoir ce type de statut-là, ça permet aussi d'éviter la financiarisation de la contribution carbone et donc de s'assurer de la plus-value apportée sur les porteurs de projets et la transparence et la traçabilité des accompagnements qui sont mis en place à travers le dispositif de cette contribution carbone locale. Voilà sur nos actions. On existe depuis bientôt 5 ans et ça nous a permis aujourd'hui de planter 60 000 arbres en région, d'accompagner 10 000 hectares à la transition et de commencer à travailler sur les enjeux du carbone bleu à travers les zones humides. Ça fonctionne parce qu'il y a des acteurs qui sont engagés, des entreprises, des citoyens, parce que c'est un projet collectif et que la responsabilité est partagée, donc qui permet à chacun en tout cas de contribuer et faire sa part sur ces enjeux assez forts au niveau régional. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Thomas Binet, je suis le fondateur et le gérant de Vertigolab. Vertigolab, c'est un bureau d'études qui est basé pas loin d'ici puisqu'il est situé à Darwin, donc sur ce même côté de la rivière. Et on a un peu plus de 10 ans et on est une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qu'on fait ? Vertigolab, c'est un bureau d'études qui est spécialisé sur les sujets de mesure d'impact. Moi, j'ai un background d'économiste de l'environnement et en fait, j'ai toujours pensé que sans mesurer, c'était difficile d'orienter, difficile de faire des choix, difficile de pas se tromper. Et donc, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les sujets qui nous tiennent à cœur de la transition écologique en cherchant à mesurer, à poser des choses très quantitatives. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que, et c'est a fortiori vrai pour les PME, c'est difficile de faire des choix quand on est une PME parce que c'est souvent de l'intuition, de l'instinct et puis rarement en fait des choix appuyés par des études qui sont réellement objectives. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur la biodiversité quand ça a intéressé absolument personne en 2014. Ça a intéressé un peu plus, là on ne sait pas, on attend de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais on a commencé à travailler beaucoup pour des collectivités, des territoires, sur la mesure des services rendus par les écosystèmes et leur évaluation économique. Mais j'en dirai pas plus parce qu'en fait, j'interviens tout à l'heure là, à 11h50, je crois,
à la table ronde là-bas, et où je parlerai justement de pourquoi c'est intéressant de mesurer économiquement la biodiversité et qu'est-ce que ça peut apporter à un territoire, à une entreprise et à des choix stratégiques. Voilà. Donc ça, c'est le pôle biodiversité chez moi qui travaille sur ces sujets-là pour les territoires et travaille aussi sur des stratégies nature pour les entreprises. Donc on accompagne des entreprises à poser leurs enjeux de biodiversité, à chercher à qualifier leurs enjeux, de ne pas se planter d'enjeux. Parce que quand on parle de nature, ça prend le climat, ça prend les sols, l'exploitation des ressources, la pollution, etc. Et en fait, il y a plein d'enjeux chez soi, mais aussi sur sa chaîne de valeur. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à poser un peu les choses. Et j'en profite pour faire un peu de pub parce que la BPI va sortir un diagnostic biodiversité, donc qui sera cofinancé, et ça devrait sortir très bientôt. Et donc nous, en tout cas, on est agréés pour réaliser ce genre de diagnostics, qui sont des diagnostics rapides pour toutes les entreprises, donc y compris PME, et qui permettent en fait de poser les choses en termes de stratégie nature et en termes de développement de plans d'action. Donc ça, c'est pour la biodive. Et j'ai un deuxième focus. Je parlerai pas d'agriculture parce qu'on travaille beaucoup. La moitié de notre activité, c'est environ c'est sur les sujets agricoles et alimentaires, notamment la politique alimentaire de la ville de Bordeaux, par exemple, qu'on accompagne avec des calculateurs de résilience alimentaire, etc. Mais je voudrais vous parler de l'approche territoriale parce que c'est un pôle qui est important pour nous, l'économie territoriale. Et on est absolument convaincu que le territoire peut jouer un rôle important comme soutien, comme support à la transition, à la transformation des entreprises. Et donc ça fait 5-6 ans maintenant qu'on a développé des outils de mesure d'ancrage territorial. Donc 1 euro de chiffre d'affaires sur mon entreprise, c'est X euros sur le territoire. Et c'est plus d'euros que le voisin qui fait une autre activité. Par exemple, ça permet aussi de plaidoyer pour son activité, de plaidoyer pour ses choix stratégiques sur sa chaîne de valeur aussi, parce que quand on relocalise ses fournisseurs, ça a un impact sur le territoire. C'est pas forcément visible pour l'entreprise, c'est visible pour la collectivité, les recettes fiscales, tout l'effet d'entraînement que ça génère. Et donc, partant de ce constat-là, on a développé tout un tas d'outils branchés sur un diagnostic de responsabilité territoriale des entreprises. Et donc, ça va faire l'objet d'un webinaire qui sera la semaine prochaine, le 2, mercredi, où on va présenter un peu qu'est-ce qu'on peut proposer à une entreprise qui souhaite connaître ses liens, son interface en fait avec le territoire et comment mobiliser ces liens pour se transformer, pour changer, pour réduire ses risques aussi, et puis pour demain assurer en fait une activité et une croissance qui serait pérenne. Et donc, c'est de l'économie, c'est du social, c'est de la politique, c'est de l'environnement, et on pense que cette approche territoriale a une résonance particulière pour les entreprises. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les PME. Donc il faut que ce soit pas cher, que ce soit flash et que ça permette d'avoir des choses rapidement mobilisables. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, merci Anne. Donc voilà, vous avez découvert les 2 premiers adhérents qui sont présents sur le stand OD5. On va vous présenter 3 autres adhérents qui vont arriver. Je vais tout de suite appeler Thomas Félix de Félix et Associés qui va vous présenter Félix et la matériothèque. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Wow. Alors je vous dis, d'ici on voit rien du tout. Bonjour à tous. Alors je suis donc Thomas Félix, je suis designer et gérant et fondateur de la société Félix Associés à Bordeaux, qui est une agence de design qui existe maintenant depuis 25 ans. On accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation sur 3 volets. Un premier volet qui est le design de produits industriels. Alors on conçoit des produits industriels pour des boîtes de la région. Alors il y a Thales qui est un beau client, Veolia, Saft par exemple aussi, qui est une voilà. Et on dessine et on conçoit des produits industriels qui vont être produits en série derrière
dans une réalité économique et commerciale. On fait ce qu'on appelle aussi du design d'espace, c'est-à-dire qu'on accompagne donc d'autres entreprises sur des projets d'aménagement et de traitement de leurs locaux professionnels. Alors ici, par exemple, on a travaillé pour nos amis de chez OnePoint qui sont dans cette salle. On va faire bientôt les locaux de Hello Asso. Et on a livré cette année, par exemple, l'atelier des citernes, si vous connaissez, derrière la gare, et des boutiques comme la Vie de Quartier ou la petite boutique Olélé, qui est une laiterie urbaine. Et puis on accompagne ce travail d'un troisième volet d'activité qui est un volet porté sur le design graphique, puisque comme on travaille pour des marques, il faut mettre en pratique et en application les chartes graphiques et visuelles de ces marques. Et puis parfois c'est pas toujours adapté aux produits que l'on conçoit ou aux espaces que l'on imagine. Et donc on élabore des petits compléments de chartes et de choses comme ça pour une mise en application sur de la signalétique, sur du packaging, sur de l'interface graphique et visuelle, etc. Alors si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est engagé, on est une agence Bicorp, aujourd'hui embarquée dans un parcours CEC Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça fait quelques années maintenant qu'on se préoccupe effectivement de faire les choses différemment et en tout cas avec une conscience environnementale et sociale accrue. Et comme beaucoup d'agences, on a une matériothèque. Alors une matériothèque, c'est une ressource interne d'abord qui recense des matériaux qui vont nous servir dans nos projets. Et depuis quelques années déjà, on a décidé de sélectionner essentiellement des matériaux dits vertueux. Alors sur quels critères? On a sélectionné des matériaux locaux, issus de ressources biosourcées, géosourcées, issus de filières de recyclage. Alors on a aujourd'hui sélectionné environ 70 matériaux et on a quelques échantillons ici sur le stand de Soltena qui nous accueille aujourd'hui. Et je vous invite tous à venir découvrir notre matériothèque qui pour l'instant est en physique, donc 70 matériaux qui prennent un peu de place dans nos locaux mais que l'on partage volontiers. Et alors il y a trois objectifs autour de cette matériothèque. D'abord, effectivement, recenser cette ressource. C'est important de bien identifier ces filières, l'accessibilité à ces matériaux et la disponibilité de ces ressources. Et puis après, la question, c'est comment on les utilise. On associe, on a créé un petit club avec nos fournisseurs et notre petit écosystème de fabricants avec qui on travaille très très régulièrement. Et on les a invités à découvrir ces matériaux et à tester leur transformation, leur usage. Alors, comme on fait plusieurs métiers, on s'adresse à différents fournisseurs. Et déjà, si on arrive à demander à un peintre d'utiliser une peinture sans émission, par exemple de chez Unicalo, figurez-vous qu'il y a de la réticence. Il ne veut pas utiliser cette peinture parce qu'il dit non, mais attends, la couleur, elle va être différente d'un pot à l'autre, etc. Donc on fait beaucoup de pédagogie pour essayer de leur expliquer que non, on garantit une qualité aussi dans le résultat. Et c'est vraiment un accompagnement. Alors il y a d'autres matériaux qu'il faut transformer, découper, usiner, voilà, parce qu'on fabrique des choses avec. Et c'est pareil, il faut trouver les bons fournisseurs. Un menuisier ne peut pas mettre dans sa machine des plaques de plastique recyclé, c'est dégueulasse, c'est pas les mêmes vitesses d'usinage, etc. Donc il y a un apprentissage et on accompagne un petit peu ça. Et du coup, on a un troisième volet d'activité qui est la recherche et le développement qu'on peut faire autour de ces matériaux et dans l'usage de ces matériaux. Et donc, on nous présente quelques échantillons d'équipements qu'on peut réaliser avec ces matériaux. On teste en fait et on met en application et on a réalisé quelques expériences qu'on peut partager avec vous. Voilà, donc je vous invite à visiter cette matériothèque à l'agence. Voilà, et en présentiel sur le stand. Merci beaucoup. Merci Thomas. Matériothèque, du coup Thomas Félix et associé. La Matériothèque a été lauréatisée cette année parmi les prix des initiatives inspirantes Recita.
Donc Recita, c'est quoi? C'est une plateforme collaborative qui regroupe les bonnes pratiques, les projets, les initiatives en économie circulaire sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un outil de l'ADEME de la région et de l'Adréal, et Soltena a pour mission d'animer cette plateforme collaborative Recita. Voilà, on va passer à la suite. On vous a présenté 3 adhérents. Est-ce que vous en voulez encore? Vu l'engouement commun de la salle, allez, on va continuer. Je vais appeler Romain Bouillet de Trizy. On peut l'applaudir aussi. Au moins. Bonjour à tous, donc moi effectivement je suis Romain Bouillet, le fondateur de Trizy. Trizy, c'est une start-up de l'ESS basée à Angoulême, et notre métier c'est de créer, imaginer, concevoir, développer des outils de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets. Donc, initialement, on a travaillé sur ces thématiques-là avec les collectivités locales, avec un premier outil qui était digital, je viens plus de la tech, donc qui est une application mobile et un widget, un module web qu'on déploie sur les sites internet des collectivités pour guider les habitants au quotidien dans leur meilleure gestion et réduction de leurs déchets. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous informe globalement sur l'ensemble des questions qu'on peut avoir sur cette thématique. Donc quand est-ce que je sors ma poubelle, où est-ce qu'est la déchetterie la plus proche, les consignes de tri, les formulaires demande démarche, et aussi, et c'est là où on a de la valeur ajoutée encore plus, toute la partie prévention et réduction des déchets, comment je consomme différemment, comment je découvre et je peux utiliser des structures d'économie circulaire, de réemploi autour de chez moi. Parce que oui, du coup, ce que j'ai pas précisé, c'est que notre vision, c'est de se dire que le recyclage, c'est bien, c'est nécessaire, ça, il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. C'est consommateur de ressources, d'énergie, d'eau. Et aujourd'hui, on a besoin de réduire les déchets qu'on produit, donc de changer nos modes de consommation. Et on bataille un peu pour se dire, oui, si je trie bien mes déchets, c'est clair que c'est ce qu'il faut faire, mais pour autant, on n'est pas forcément citoyen modèle au top de ce qu'on peut faire. On peut aller plus loin, et c'est justement tout ce plus loin qu'on essaye de travailler et d'aller jusqu'à là pour faire passer ces messages-là. L'ADN qu'on essaye de mettre dans nos outils, c'est vraiment d'embarquer un maximum de gens dans cette démarche. C'est pour ça qu'on crée des outils un maximum ludiques, un maximum accessibles à tous. On essaie de vulgariser, d'embarquer tout le monde dans cette démarche. Donc on a commencé avec le numérique, mais on ne touche pas forcément tout le monde avec le numérique. Donc on s'est diversifié. Après avoir été challengé par le gouvernement de Monaco et qui ont travaillé sur le numérique justement, ils nous ont challengé pour aller plus loin et pour proposer un outil qui serait plus physique et ludique que cette appli. Et donc on a créé un escape game mobile qui est en fait intégré directement dans une poubelle, dans un bac de poubelle. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur notre stand Soltena en combien OD4, OD5 OD5, juste là-bas, vous pouvez venir voir cet escape game, même le tester. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin sur le côté ludique, d'avoir un outil comme un escape game en salle qui propose de la fouille, de la manipulation, de la réflexion, qui se joue en équipe. Donc cette poubelle est customisée à plein de trappes, de mécanismes, de verrous, d'écrans d'électronique, etc. pour justement mettre le curseur du ludique un peu à fond et aussi le curseur de l'apprentissage, parce que l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant, d'apprendre sans même s'en rendre compte à travers cette partie d'escape game. Et suite à ça, on a croisé la route de Suez, d'ailleurs, qui est présent ici, qui a été intéressé par cette vision, par cet outil, et on en a créé une version pour les entreprises, notamment les entreprises industrielles, parce qu'on va retrouver en fait les mêmes problématiques de sensibiliser non plus les habitants d'un territoire, mais plutôt les salariés d'une entreprise, pour réussir à faire passer les bons messages dans l'entreprise, pour inciter à faire les bons gestes de tri, voire même aussi en entreprise les bons gestes de réduction, et montrer qu'en fait des gestes simples du quotidien peuvent changer les choses derrière, et aussi illustrer l'impact d'un mauvais geste. Si je mets pas mon déchet dans la bonne benne, c'est comme à la maison, en fait derrière il y a des impacts qui peuvent être importants et qu'on comprend pas forcément, qu'on n'a pas forcément en tête. Donc l'idée, c'est aussi d'illustrer ça à travers cet escape game. Donc on a croisé l'expertise de Suez sur les déchets, notre expertise sur plutôt le game design et la création d'outils ludiques de sensibilisation, pour proposer depuis ce début d'année ce format d'escape game dédié aux entreprises, notamment entreprises industrielles, qui est aussi en démo sur notre stand. Donc ça fait beaucoup de bonnes raisons de venir nous voir après les pitchs.
Et donc voilà, c'est deux outils complètement complémentaires qui permettent d'adresser le sujet de manière un petit peu différente, de réussir à faire passer nos bons messages sans être culpabilisateur et vraiment à amener les gens dans cette démarche positive. Voilà, merci et puis on vous attend sur le stand. Merci beaucoup Romain. On va passer au dernier pitch, dernière présentation de nos adhérents présents sur le stand, Nebsen et Thomas qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Troisième Thomas de la partie. Très original comme prénom. Du coup, je m'appelle Thomas Suspen. Je pensais être le seul Américain à parler d'écologie aujourd'hui, mais il y a Leonardo DiCaprio qui est passé hier. Donc voilà, je vais essayer de faire ça comme il faut. Donc je travaille pour Nebsen. Nebsen, c'est un bureau d'études en efficacité énergétique et décarbonation. Nebsen, c'est la contraction de sobriété et énergie en grec. Notre slogan, c'est éco-énergéticien engagé. Je vous mets au défi de le répéter 4 ou 5 fois d'affilée. Vous allez voir, ça va être assez compliqué. Ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'en fait, on s'engage à faire des économies d'énergie aux structures que l'on accompagne, qu'elles soient privées ou publiques. Économie d'énergie engendre économie financière, économie carbone. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous parler d'une entreprise industrielle que l'on accompagne, que l'on a accompagnée. C'est une belle entreprise industrielle et artisanale qui se situe en Charente. C'est la tonnellerie Taranceau. On est à Bordeaux, on ne pouvait pas ne pas parler de vin et de spiritueux, donc je me permets. Donc on les a accompagnés pendant quelques années sur leur stratégie carbone et notamment leur bilan carbone. Et derrière, ils nous ont fait confiance pour attaquer le sujet énergétique sur leur site principal, leur site de production. On a réalisé une sorte d'étude énergétique, d'audit énergétique avec une campagne de mesure hydraulique, aérolique, électrique. Et grâce à cette étude, on a pu qualifier et quantifier plus de 90% de l'énergie qui est consommée sur site. Alors c'est très bien, on a qualifié, on a quantifié, mais derrière surtout on a pu proposer des préconisations, une quinzaine environ, qui a donné comme résultat un temps de retour sur investissement, parce que c'est le nerf de la guerre, d'environ 6 ans. Il y a une préconisation qui me paraît intéressante et que je voulais vous partager, c'est l'utilisation des coproduits sur site. Ils ont une chaudière biomasse, ils ont une chaudière gaz. Grâce à notre campagne de mesure, on a simplement pu leur dire, écoutez, vous avez du bois, pourquoi ne pas brûler plus de bois dans votre chaudière existante pour alimenter le process gaz ? Aussi simplement que ça, on a réussi à réduire de 90% l'utilisation du gaz et de 34% les gaz à effet de serre scope 1 pour les initiés sur site. Donc vraiment un exemple très intéressant que l'on peut mener. Aujourd'hui, on parle de déploiement d'énergie renouvelable sur site, d'éco-conception. Ils veulent déployer dans une autre région en Côte d'Or où il y a du très bon vin aussi, l'approche que l'on a eue sur leur site principal. Donc vraiment, c'est très positif. Tous les exemples que l'on traite, ils ne sont pas aussi limpides, aussi faciles. Je vais vous parler d'un autre industriel partenaire du salon. Donc c'est le groupe Sud-Ouest. Ils sont à quelques kilomètres d'ici. On les accompagne depuis une dizaine d'années sur les aspects réglementaires. Donc audit énergétique, audit transport. Voilà, c'est des obligations qu'ils réalisent. Ils nous ont fait confiance. On a poussé pour développer chez eux un plan de comptage, donc la mise en place de compteurs et le suivi énergétique, mais aussi la création de leur schéma directeur énergie. Dans toute cette étude, je voulais encore une fois m'attarder sur une préconisation. Et là, je vais vous demander de deviner ce qu'est cette préconisation. Spoiler, je porte cette préconisation sur moi. Je n'ai pas de téléphone dans les poches, hein, juste. Donc vous allez me dire petit à petit si vous arrivez à dégager cette préconisation. Lorsqu'on imprime des journaux, pas de surprise, il faut du papier. Le papier, il arrive sous format de rouleau. C'est des gros rouleaux de 5 mètres, on dirait des sopalins là, posés dans des gros hangars. Il faut s'imaginer un gros hangar donc, avec ses rouleaux, des personnes qui savent faire autour, des caristes, des opérateurs. C'est évidemment un bâtiment non isolé, ouvert aux 4 vents et chauffé avec des aérothermes gaz, en gros des gros radiateurs qui soufflent, qui sont inefficaces et inutiles. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà de ce que ça pourrait être ? Exactement. La consommation, elle a été mesurée dans ce hangar pour le chauffer par an, c'est 100 mégawattheures par an. 100 mégawattheures par an, j'ai regardé, c'est 150 000 pizzas cuites. 150 000 pizzas cuites, c'est 416 jours de cuisson de pizza. Ça fait une sacrée fournée quand même. Donc l'idée, c'était supprimer ces consommations-là. Pour ceux qui sont allergiques au gluten, c'est 20 000 euros par an. À un moment donné où l'énergie était quand même assez élevée, donc à un moment donné où les consultants en efficacité énergétique étaient plutôt demandés et où le marché était porteur. Nous, ce qu'on leur a proposé au départ, c'était peut-être d'étudier la partie isolation, mettre de la déstratification. On a commencé à faire nos ingénieurs basiques, commencé à faire des calculs.
Puis très rapidement, en échangeant avec les opérateurs, on s'est dit, non mais attendez, le besoin que vous avez, c'est quoi? C'est chauffer les opérateurs. Donc on leur a simplement proposé une veste chauffante. Et de là, ils ont coupé le tuyau, ils ont acheté des vestes chauffantes, ils ont eu l'adhésion de tout le monde et on a pu embarquer la direction dans des actions beaucoup plus complexes, avec notamment de la récupération de chaleur fatale, l'étude de groupes plus performants, vraiment lancer une démarche beaucoup plus conséquente sur site. En termes d'économie d'énergie, on a fait le calcul rapidement, c'est 99,7% d'économie d'énergie sur cet usage-là, sachant que les opérateurs, en discutant avec eux, ils l'oublient une fois sur deux de le charger, donc on tend vraiment vers le 100%, donc vraiment une préconisation parfaite. Passer ces exemples, et pour conclure, il y a un théoricien qui a un petit peu théorisé ce qu'est l'efficacité énergétique, qui a conçu le concept négawatt, que vous connaissez peut-être, qui dit que l'énergie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répondre aux besoins essentiels. Et sur ça que j'aimerais finir, c'est vraiment se questionner sur ce besoin essentiel. Quel est le besoin? Questionner le besoin et re-questionner le besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thomas. On en a fini avec la session de pitch. Je voulais vous remercier pour votre attention. Vous avez pu voir à travers 5 acteurs la diversité chez Soltena en termes de thématiques. On a parlé de biodiversité, de déchets, d'énergie. Donc pour le reste, je vous propose de nous retrouver au stand OD5. Pour nous repérer, c'est facile. C'est un gros panneau vert avec marqué Soltena dessus. Et juste à côté, il y a une petite peluche panda qui est devenue notre mascotte aussi, et l'emblème de Trizy. Merci beaucoup, à bientôt. On peut les applaudir, merci. Alors on va faire une petite pause de 10 minutes. On vous propose de revenir vers 11h30, 11h30 cette fois-ci pour la 3e session de pitch. Il y en a 4 ce matin. Profitez-en pour aller à la rencontre aussi des intervenants et intervenantes que vous voulez voir. Et surtout aussi, vous pouvez aller chercher une boisson chaude ou une boisson fraîche. On revient dans 10 minutes. À tout de suite.